fidélité, comme chaque matin sur Radio J, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et le lundi, nous avons le grand plaisir de retrouver notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Ilana, bonjour à tous. Et je vois que vous n'êtes pas ce matin justement à New York, dans votre ville, mais vous êtes en Israël pour un court passage, mais ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe et de mieux comprendre aussi les relations entre Israël et les États-Unis. Alors justement, vous étiez, je crois, hier à la manifestation pour les otages à Tel Aviv et vous avez vu des pancartes, justement, des Israéliens qui faisaient beaucoup plus appel finalement à Donald Trump qu'à leur leader Benjamin Netanyahou. Oui, complètement. Donc, j'étais à Motzei Shabbat samedi soir à Kikar HaChatoufim à Tel Aviv pour la manifestation hebdomadaire en solidarité avec les otages. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Vous aviez notamment une pancarte qui disait Président Trump, ne laissez pas Bibi vous éloigner de votre prix Nobel de la paix. Donc, clairement en disant vous avez les cartes entre les mains, ne laissez pas Bibi Netanyahou faire dérailler le processus. On sait qu'il y a beaucoup de critiques en Israël contre le Premier ministre. Et d'ailleurs, dans les discours qui ont été faits ce soir-là, vous avez eu finalement Netanyahou qui a été admonesté par beaucoup de familles d'otages, alors qu'il y a eu plutôt des suppliques envers président Trump. Donc clairement, les espoirs aujourd'hui des familles d'otages résident beaucoup plus vers le président Trump que vers Benjamin Netanyahou, d'autant plus que le président Trump a donné carte blanche aujourd'hui à Benjamin Netanyahou de faire à peu près ce qu'il voudrait, après évidemment les images épouvantables de la semaine dernière par le Hamas. Donc il y a encore plus cette crainte des familles d'otages qu'aujourd'hui Netanyahou profite de cette liberté qui lui a été donnée par le président Trump pour éventuellement faire dérailler la deuxième phase de l'accord. Alors on va revenir sur justement les liens entre Israël et les États-Unis, plus largement les conséquences aussi de tout ce qui se passe avec les déclarations de Trump. Mais d'abord, on revient aussi sur ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine. Donald Trump qui a fait plusieurs déclarations sur Volodymyr Zelensky avec un rapprochement aux côtés de Vladimir Poutine, Sébastien. On en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que les choses se sont accélérées au cours de la semaine passée avec un renversement d'alliance. Enfin, toutes les chancelleries européennes se rendent compte qu'il y a vraiment un renversement d'alliance avec Donald Trump qui abandonne ses alliés européens et qui prend tout ce qu'on appelle les talking points, tous les points de propagande de la Russie. Donc, en notamment relayant les mensonges, il en a relayé deux par exemple, que Zelensky serait un dictateur et peut-être encore plus grave, que la guerre aurait été déclarée par l'Ukraine et non déclenchée par l'Ukraine et non par la Russie. Donc, pour la Russie, c'était évidemment, c'est Noël en février parce qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. C'est même au-delà sans doute de leurs espérances. Et aujourd'hui, évidemment, on voit bien que le monde est dans une situation assez périlleuse. Ce qui est intéressant, il faut revenir au ressort de l'antipathie profonde que Trump a pour Zelensky. C'est pour ça aussi dont je voulais vous en parler. Ça remonte à 2019. Vous savez, sa première procédure de destitution, elle a eu lieu quand Trump a passé un coup de fil à Zelensky pour demander à Zelensky de lui donner des informations compromettantes sur Joe Biden. Et Zelensky a refusé à l'époque. Ça s'inscrit aussi dans le fort rejet de Trump, le fait que Zelensky ait refusé l'accord sur les terres rares. Trump a vu ça comme un affront personnel. Et puis moi, je rajoutais un dernier aspect. Zelensky, aujourd'hui, c'est un héros pour beaucoup de gens dans le monde entier. Il est extrêmement populaire, c'est un chef de guerre. Alors que Trump, aujourd'hui, est assez impopulaire. Je pense qu'il y a peut-être une petite part de jalousie. C'est assez anecdotique, mais je pense que dans la psychologie de Trump, ça joue. Il y a une antipathie profonde. Et aujourd'hui, j'en avais parlé à cette antenne le 6 novembre 2024, juste après l'élection de Trump. Il y a clairement un alignement de Trump envers Poutine. Trump est capable de dire du mal de tous les dirigeants du monde entier. Il y en a un seul sur lequel il n'a jamais dit de mal, c'est Vladimir Poutine, et ça s'est encore révélé et confirmé la semaine dernière. Alors pourquoi, justement, peut-être pour terminer sur ce dossier-là, pourquoi il ne veut pas dire du mal de Vladimir Poutine selon vous, Sébastien ? Vous avez une théorie, moi j'y crois pas trop, que y aurait qui seraient compromis auprès des services secrets russes. Je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que quand vous avez un agent secret, vous ne souhaitez pas qu'il soit aussi transparent dans son affiliation à vous. Clairement, si vous êtes un agent secret pour l'Iran, vous ne vous baladez pas avec un drapeau de l'Iran dans la main si vous êtes en Israël, par exemple. Donc pour moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a une fascination de Trump pour les hommes forts. On sait qu'il a beaucoup, c'est important pour lui. Je pense qu'il y a aussi une fascination, peut-être. Il voit Poutine comme un défenseur de l'Occident chrétien contre l'invasion musulmane. Je pense qu'il y a aussi cette ressort idéologique-là. Donc c'est plutôt l'homme fort qui tient son pays et sans doute influencé par une partie de la droite et l'extrême droite américaine, une grande admiration pour cet homme qui rejette, qui revient sur les valeurs un peu virilistes de l'homme fort, blanc. Je pense que ça joue beaucoup dans sa fascination pour Poutine. Alors plus globalement, vous l'avez dit, il y a un retournement d'alliance
alliance, c'est la fin des alliances démocrates, entre guillemets. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis aussi. On l'a vu cette nuit. Donald Trump a gelé notamment le financement à l'agence USAID. La majorité de ses effectifs a été limogée, effectivement. Ça dit beaucoup de choses globalement de ce qui se passe, hein, Sébastien. Oui, complètement. L'USAID, vous savez, c'est 40 milliards d'aides économiques et c'est un énorme instrument de soft power pour les États-Unis. Et les États-Unis, depuis 1945, même si l'USAID a été créé en 1961, l'USAID, c'est un instrument de ce soft power américain qui s'inscrivait aussi dans le fait que le grand garant des démocraties, des régimes démocratiques et stables, et donc c'est la raison pour laquelle l'aide humanitaire, ça compte aussi, eh bien, c'était les États-Unis. Or, on passe aujourd'hui d'une approche de soft power et d'alliance à une approche que je qualifierais de mafieuse. Lorsque Trump dit « Nous sommes prêts à vous protéger à l'Ukraine uniquement si vous nous donnez vos terres rares », on est beaucoup plus dans du racket, dans le mafieux qui va voir une boutique et qui dit écoutez, ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose, et qui dit donc donnez-moi 10% de votre chiffre d'affaires. Donc on est dans quelque chose qui est complètement différent. Et au-delà de l'Ukraine, il faut bien imaginer que pour les autres alliés des États-Unis, je pense à la Corée du Sud, je pense par exemple à Taïwan, ils peuvent imaginer qu'ils seront les prochains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le bouclier américain n'existe plus, la parole américaine n'existe plus, et c'est d'ailleurs ce que les Européens aussi ont compris. Donc, quand la parole de votre principal allié, vous ne pouvez plus lui faire confiance, eh bien, vous reposez sur vos propres forces. En Europe, ça veut dire sans doute peut-être la France va donner son parapluie nucléaire à l'Europe, mais dans d'autres pays, on peut imaginer demain une course à la prolifération nucléaire. On peut imaginer que la Corée du Sud, qui a les moyens technologiques de se doter de l'arme nucléaire, ira vers ça. On ne sait pas ce qui va se passer entre Taïwan et la Chine, et même le Japon pourrait envisager demain d'avoir une arme nucléaire. Donc on voit les conséquences qui sont extrêmement mondiales et pas uniquement sur l'Ukraine. Et c'est pour ça également qu'il y aura sans doute des conséquences sur Israël également, parce qu'Israël évidemment est dans le concert des nations. Alors quelles conséquences justement selon vous pour l'État d'Israël? Est-ce que les États-Unis peuvent lâcher leur allié historique qu'est l'État d'Israël? En tout cas, clairement, l'alliance israélo-américaine, on en parle souvent, c'est vraiment le pilier central de la sécurité d'Israël. Évidemment, il y a l'arme nucléaire, il y a le cyber israélien, il y a la technologie israélienne, la Startup Nation, tout ça est vrai. Mais c'est très important pour Israël d'avoir les États-Unis comme alliés, pas seulement sur un plan militaire, mais aussi sur un plan diplomatique. Israël, quand on s'en prend à Israël, on s'en prend aux États-Unis parce que, clairement, les États-Unis ont toujours défendu Israël. Si cet allié américain n'a plus aujourd'hui de crédibilité au sein du monde entier, c'est extrêmement problématique pour je dirais, la défense même d'Israël. Et puis je rajouterai autre chose. On voit chez Trump beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup d'approches transactionnelles. On n'en est évidemment pas là, mais encore une fois, le fait de transgresser sa parole, de ne pas respecter sa parole, on peut imaginer dans le pire des scénarios que demain, si Trump est obsédé par les deals, même un mauvais deal par exemple avec la Russie aux dépens de l'Ukraine. On peut imaginer que s'il imagine que demain, la Russie lui vend un magnifique accord avec l'Iran, un accord au détriment d'Israël, mais qui permettra, entre guillemets, d'en finir avec la crise et peut-être de lui garantir un prix Nobel de la paix, eh bien, on peut tout à fait imaginer un scénario dans lequel Trump sera prêt à trahir Israël de la même façon qu'il a trahi ses autres alliés. On n'en est évidemment pas là. Vous avez notamment la droite évangélique américaine qui sont des grands soutiens de Trump qui ne laisseront pas faire. Vous avez le poids des juifs américains. Vous avez le fait que le parti républicain et également le parti démocrate sont des partis pro-Israël. Mais on peut tout imaginer avec Trump. Ce qui est inquiétant également, c'est que vous avez des voix au sein du parti républicain qui ont toujours critiqué très fortement la Russie et qui aujourd'hui s'alignent les unes après les autres sur le nouveau discours de la Maison-Blanche dans un scénario cauchemardesque. On peut imaginer que le pire serait possible avec un lâchage d'Israël si Trump, un jour venu, s'imagine qu'un retournement d'alliance pourrait lui être bénéfique, soit pour les États-Unis, soit pour lui-même. On n'en est évidemment pas là, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous ne respectez pas votre parole, ça peut avoir des conséquences pour vos alliés les plus proches. C'est-à-dire que Donald Trump pourrait s'attacher plus à ses propres intérêts qu'à ceux de son ami, entre guillemets, Israël. C'est ça que vous nous dites? En tout cas, tout est possible. Trump, c'est d'abord son propre intérêt et par extension les intérêts, je dirais, financiers, mercantiles des États-Unis. S'il sent à un moment donné que ça va plus dans son sens que l'alliance avec Israël, tout est envisageable. Encore une fois, c'est un scénario de politique fiction, mais je pense que ça devrait quand même nous éveiller sur les possibles dangers d'une approche purement transactionnelle et non sur les principes qu'est celle du président Trump. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.